Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes le 11 mars 2018. Puisque c'est un dimanche, nous vous annonçons notre invité de chaque dimanche. Aujourd'hui, il s'agit de M. Abdulrazak Moukela. Il est secrétaire chargé des affaires sociales du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, le CDISN. Donc, avec lui, nous allons sans doute, comme vous l'imaginez, parler de la situation scolaire dans son ensemble, mais surtout de celle qui prévaut au niveau de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, où depuis la mi-février, les enseignants-chercheurs observent un mouvement de grève illimité pour, entre autres, demander la dissolution de la CASO, la commission chargée des affaires sociales et de l'ordre, à la suite d'une agression que cette CASO aurait exercée sur un enseignant-chercheur sur le campus universitaire. Monsieur Abdelrazak, bonsoir. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Aujourd'hui donc 11 mars 2018, c'est la 5e journée d'action citoyenne à l'appel du cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile nigérienne. Une journée d'action qui, comme les autres, vise à dénoncer et à dire non aux mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. La mobilisation de cette 5e journée d'action citoyenne est sans commentaire, comme nous allons le suivre dans ce résumé de nos reporters Chebou Guisso, Nasser Sedou et Adam Soumana. Ils sont des milliers, non, des centaines. Les avis divergeront sans nul doute sur leur nombre, mais bref, cela importe peu. Ce sont ces braves hommes et femmes, plus que jamais déterminés à répondre favorablement à chaque appel du cadre de concertation de la société civile pour des journées d'action citoyenne, parce que conscients de la noblesse de ce combat visant à manifester leur désaccord avec la loi des finances 2018. Leur itinéraire est toujours le même, celui qui leur permet d'être en contact avec la population au nom de laquelle ce combat est mené, contrairement à d'autres qui, de peur d'être hués, choisissent un itinéraire où ils peuvent passer inaperçus. Trêve de comparaison pour tout simplement constater avec les initiateurs de dites journées que notre lutte n'a fait que commencer. Elle va se poursuivre et s'intensifier au cours des prochains jours. Elle fait peur et nous savons maintenant que ce n'est pas seulement à ceux qui nous narquent, ceux qui ont ruiné et vendu le pays et qui veulent aujourd'hui que nous acceptions les mesures antisociales contenues dans la loi des finances. Cette lutte fait peur à tous ceux qui veulent voir le pays se figer, l'histoire s'arrêter. Ceux qui ne veulent pas voir le peuple se battre pour ses droits, qui considèrent que les marches entravent le développement plus que les pièges auxquels s'adonnent nos princes, plus que les injustices qui prospèrent. La lutte que nous menons contre la loi des finances est une lutte contre l'injustice. Et face à l'injustice, il n'y a rien de plus légitime que d'user de notre droit de manifester. Comme l'ont souligné les associations islamiques dans leur déclaration d'hier, c'est que la loi des finances 2018 pourrait apporter comme ressources au budget de l'État une gestion efficiente de nos ressources naturelles, en apporterait sûrement plus. Cette 5e journée d'action citoyenne a servi de tremplin aux acteurs de la société civile anti-loi de finances 2018 d'envoyer un signal fort aussi bien aux tenants du pouvoir qu'aux concitoyens dans le cadre de leur combat. Les Nigériens et les Nigériennes ont enduré trop d'injustices depuis 7 ans. Vous leur avez imposé trop de preuves et de mesures impopulaires en usant de la force et de la corruption. Cette fois-ci, vous allez devoir ravaler votre orgueil et vous plier devant leur mobilisation contre cette satanique loi des finances et le bradage de la souveraineté nationale. Si cela ne vous est pas possible, si vous ne pouvez pas le faire, alors dégagez, dégagez et dégagez vite. Nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, les tenants du régime en place n'ont plus qu'un seul choix: réviser leur loi des finances ou dégager. Enfin, chers camarades, nous vous donnons rendez-vous pour le 25 mars pour une journée d'action citoyenne mémorable. Plus mémorable que ça. Et le 15 mars 2018, nous vous invitons
à observer une journée ville morte partout dans le pays. Avec l'ampleur que prennent les journées d'action citoyenne, notamment à Niamey, la capitale, il urge de trouver des solutions idoines aux revendications du peuple que de vouloir, comme l'on accuse à tort ou à raison les uns d'afficher un mépris à son encontre ou d'attendre que les millions de Nigériens envahissent les rues. Voilà, la journée d'action citoyenne, ce n'est donc seulement pas ici à Niamey, elle s'est tenue également, et comme toutes les précédentes fois d'ailleurs, dans les autres régions du pays, comme nous allons le voir dans ce élément qui va suivre. Dans la région de Zender également, les populations sont sorties pour dire non à ces mesures sociales contenues, antisociales, donc fiscales antisociales, contenues dans cette loi de finances 2018. C'est sur les images de la télévision privée de Zender, Gaskia TV. C'est avec une ferme conviction que des milliers de Zandérois sont sortis ce 11 mars 2018 dénoncer de vive voix la loi de finances 2018 et la mauvaise gouvernance qui caractérise le Niger. De la place des martyrs au rond-point Caisse nationale de sécurité sociale, en passant par aéroport à cette Condor, destination tribune officielle, les Zandérois ont battu le pavé en scandant des slogans très hostiles au gouvernement. Si la majorité présidentielle n'a pas lésiné sur les moyens pour mobiliser plusieurs militants le 4 mars dernier, le message de la population des Zender est clair, Baharo Bahaya, qui veut dire approximativement en français, personne n'a été acheté pour venir à cette marche. Nous sommes tous venus de nous-mêmes. À tribune officielle où déjà une foule immense attendait des manifestants, un imposant meeting a été animé. D'entrée du jeu, c'est le co-coordinateur du cadre de concertation et d'action citoyenne, Sadat Iliadamal, qui a pris la parole et égrené point par point les conséquences nuisibles de la loi de finances 2018. Sadat Iliadamal n'est passé pas par quatre chemins pour répondre aux propos du président du PNDS Tareil, acteur de la marche du 4 mars dernier. C'est le lieu de s'indigner contre les accusations gratuites du sieur Bazoum Mohamed, ministre d'État, sur les camarades Moussa Tchangari, SG de l'alternative Espace Citoyen. Pour rappel, si l'ivresse du pouvoir a fait oublier à Bazoum les multiples services à lui rendus par alternative Espace Citoyen, ne serait-ce que pour lui servir de dernier retranchement, et à ses acolytes à l'occasion de leur réunion quand ils étaient encore lucides lors de leur cabale de l'opposition. Alternative reste et demeure encore les mêmes espaces réservés à tous les citoyens. Le carnaval de Hassi Massoudou avec les PTF qui, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes du pays, s'est transformé en tribune de règlement de comptes contre les citoyens et citoyennes qui expriment légitimement leurs préoccupations. Et comme si cela ne suffisait pas, ces dictateurs de façade, ontologiquement corrompus, ont poussé la compromission en organisant des marches scandaleuses et honteuses à l'occasion desquelles d'ailleurs ils n'ont jamais eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de décliner les vraies raisons, notamment celle de soutenir la loi des finances en se cachant sous le fallacieux prétexte de soutenir le président de la République. Quel président de la République bien élu a-t-il besoin de la rue pour justifier sa légitimité? Tour à tour, les acteurs politiques qui sont venus prêter main forte aux organisations de la société civile se sont succédés au micro-opposition et non affiliés. Tous ont eu à s'adresser à leurs militants. Abdrahim Balarbe, premier vice-maire de la ville de Zender, bon animateur et galvanisateur, a reçu sa mission avant d'éviter la population à rester serein et mobilisé car le combat ne fait que commencer. da kungiyar wala hulan nan to babu zancen zama a hutu yanzu wannan hutawa da kuka yi da magaran gaba ɗaya ta amsa kira. Les organisateurs de cette marche ont aussi passé à revue plusieurs problèmes sociaux qui minent la région de Zender. Une marche contre la loi de finances 2018 et le régime de la 7e République est exceptionnel à Zender et c'est grâce à la coalition opposition et société civile. Voilà, vous pourrez suivre dans nos éditions de demain les échos de cette journée d'action citoyenne dans les autres régions du pays. Le ministère de la Santé publique a rendu public donc un communiqué de presse pour informer l'opinion de la vente en Afrique d'un antibiotique falsifié. Je vous propose de suivre la substance de ce communiqué de presse du ministère de la Santé publique avec Nasser Dantofo.
Depuis quelque temps, des informations circulent et font état de la vente en Afrique d'un antibiotique falsifié dénommé Augmentin falsifié. En effet, une note d'alerte de l'OMS a fait état de la circulation d'une version falsifiée d'Augmentin en Afrique et plus précisément au Cameroun. Ce produit vient d'être retrouvé chez un patient l'ayant pris dans un dépôt pharmaceutique de la place au Niger. À cet effet, une équipe de la Brigade nationale de la police sanitaire et des inspecteurs des services de santé ont été instruits afin de mener des investigations nécessaires dans tous les dépôts pharmaceutiques, dans toutes les pharmacies, les centrales d'approvisionnement et autres sources d'approvisionnement en médicaments se trouvant sur l'ensemble du territoire national afin d'identifier ces produits falsifiés. Dans le cadre de la préservation de la santé de la population, les pharmacies, les grossistes pharmaceutiques, les distributeurs et les vendeurs sont mis en demeure d'arrêter la vente des dits produits et de procéder à la destruction de ces produits suivant la voie réglementaire. Cette mesure est applicable sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette investigation, il a été déjà constaté l'existence de ces produits dans deux régions, à Difa de la commune urbaine de Difa et à Telabéry de la commune urbaine de Terra. L'emballage du produit falsifié semble être une imitation proche du produit authentique fabriqué par GSK. Il est à noter que le fabricant indiqué a confirmé qu'il n'avait pas fabriqué ces produits. Quelques erreurs peuvent être identifiées sur les inscriptions de l'emballage. Aucun des principes actifs pharmaceutiques entendus n'a été identifié lors des différentes analyses menées. Aucune réaction indésirable connue n'a été signalée à l'OMS à ce jour. Les détails sur les produits sont les suivants. Nom du produit, Augmentin. Numéro de lot, 562626. Date de péremption, mai 2019. Date de fabrication, mai 2016. Principe actif déclaré, 500 mg amoxyline trihydrate épais 125 mg clavulanate potassium BP, fabricant indiqué GSK GlaxoSmithKline. En d'autres termes, le ministre de la Santé publique ordonne l'arrêt de la commercialisation à tous les produits de vente de ces produits falsifiés. Enfin, l'inspection générale des services du ministère de la Santé publique est instruite à poursuivre les investigations afin de pouvoir détecter d'éventuels manquements. Si vous êtes en possession de ces produits, veuillez ne pas l'utiliser. Si toutefois vous avez pris ces produits falsifiés ou si vous souffrez d'effets indésirables suite à sa consommation, veuillez immédiatement consulter un centre de santé. Le ministère de la Santé publique appelle à la vigilance de toute la population. Le ministère de la Santé publique signé Dr Ilyasu Menassara. Pour aider les populations riveraines des différents sites où sont exploitées les ressources naturelles du sous-sol nigérien, le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB entreprend depuis quelques mois des caravanes de sensibilisation. C'est ainsi que, après l'étape d'Agadez, cette caravane se trouve actuellement dans la région de Tilaberi. Résumé de trois étapes. Première étape de cette caravane de sensibilisation du ROTAB avec nos envoyés spéciaux Abouakar Souley et Abdelrazak Hamidou. C'est par des visites de terrain, notamment à Mbanga, site aurifère situé à environ 80 km de Niamey, dans la commune de Namaro, qu'a posé ses valises cette caravane de sensibilisation du ROTAB avec l'appui financier de Osiwa. Après s'être entretenu avec les riverains sur ce qui les concerne et sur le thème aider les communautés riveraines des sites miniers à comprendre les enjeux de l'exploitation minière au Niger avec des projections de sketch. La délégation est allée constater de visu comment ces miniers travaillent tout en continuant à leur expliquer les risques qu'ils encourent en étant constamment en contact avec le cyanure et le mercure, entre autres. Ensuite, c'est au tour de la commune de Gauthier d'accueillir la caravane où des échanges fructueux ont eu lieu. C'est une caravane de sensibilisation sur les droits socio-économiques des communautés riveraines. À travers cette caravane, nous voulons sensibiliser les populations vivant sur les sites miniers et les populations riveraines sur leurs droits sur leurs droits socio-économiques et également les organiser pour qu'ils soient en mesure d'exercer elles-mêmes le travail de contrôle citoyen et exiger de la part de chaque citoyen. Donc c'est de les outiller autour des principaux textes qui régissent le fonctionnement
de l'exploitation des ressources minières et les imbiber autour de leurs droits, parce qu'en tant que communauté riveraine, elles sont les premières victimes de cette exploitation, notamment en ce qui concerne leur environnement. Et parlant de l'environnement, on parle de tous les aspects de la vie de l'homme, parce que l'agriculture est menacée, l'élevage également, le pâturage aussi. Les enjeux sont énormes, les populations sont sorties massivement prendre part aux différentes conférences dans cette région de Tillabéri, où beaucoup de jeunes étaient restés réceptifs et attentifs, toujours à Gauthier. À partir d'avril, vous allez voir que la zone infectée là, on va trouver les gens avec les diarrhées, on dit que ce sont des troubles gastro-entériques. Ce ne sont pas des troubles gastro-entériques, c'est l'effet de la cyanure, c'est l'effet du mercure. Et aujourd'hui encore, même sur les sites, vous allez partir dans des grillages où on dit qu'il n'y en a pas, partout vous allez trouver des grillages où il y avait le traitement au mercure et à la cyanure. Et pas dans les normes, Nous voulons que l'État prenne ses dispositions. Il ne suffit pas de faire des arrêtés, mais il faut les appliquer. Ou encore, à Torodi, où la salle de réunion de la mairie était pleine à craquer. Ici aussi, beaucoup de jeunes avaient tenu à prendre la parole qui, pour des éclaircissements, des témoignages ou encore des coups de gueule. Cette caravane nous a expliqué que les populations riveraines ont des parts sur l'extraction de l'or qui se fait sur des ressources minières. Donc, aussi cette population doit aussi avoir ses devoirs d'imposition par rapport à l'État. C'est une caravane de sensibilisation qui a pleinement accompli sa mission partout où elle est passée. Les populations ont exprimé leurs besoins qui vont des manques de sanitaires, d'écoles pour certains, ou encore des travailleurs qui manquent de protection dans le domaine toujours de l'exploitation, sans oublier le manque des différentes voies qui mènent au site d'exploitation. Ainsi, après Agadez et Tillabéri, d'autres régions suivront pour cette caravane de sensibilisation. Voilà, nous en venons donc à notre invité de chaque dimanche, comme je l'annonçais au début de cette édition. Il s'agit aujourd'hui du secrétaire chargé des affaires sociales du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN, M. Abdelrazak Moukela. M. Razak, bonsoir encore une fois. Et merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision Labari. Je le disais également, nous allons parler de la situation scolaire, mais particulièrement de celle qui prévaut aujourd'hui au niveau de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, où les enseignants-chercheurs, regroupés donc au sein du SNEX, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, la section de Niamey notamment, est en mouvement de grève illimité depuis, comme je le disais, la mi-février. La raison, c'est qu'il y a eu une altercation entre un enseignant-chercheur et des éléments de la CASO, la commission des affaires sociales et de l'ordre de l'UNUN, qui est une des sections donc de l'USN. Et après cette altercation, les enseignants-chercheurs ont estimé que leur camarade a été agressé verbalement et peut-être même physiquement par les éléments de la CASO, et ils sont donc allés en assemblée générale. Ils ont décidé donc d'observer ce mouvement de grève illimité sans trop revenir sur les faits, puisqu'on les connaît assez. On a entendu la version aussi bien des enseignants que des étudiants de l'université. Vous, au niveau du CD de l'USN, vous avez décidé de porter cette affaire devant la juridiction, les juridictions notamment. La décision est attendue le mardi, je pense bien. Au niveau de l'USN, le comité directeur, qui est donc la structure fêtière de toutes les sections des scolaires, des structures des scolaires nigériens, comment vous appréciez, vous analysez cette situation aujourd'hui à l'université de Niamey? Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir fait votre plateau afin de nous exprimer pour la énième fois par rapport à cette crise qui sévit au sein de l'université de Niamey. Quand nous prenons la situation, comme vous l'avez dit, nous n'allons pas beaucoup revenir sur les faits, mais les faits sont là, les faits étaient clairs. Nous, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui a poussé nos enseignants à réagir comme ça. Parce que quand la situation était commencée, quand on avait arrêté ce qui était des passages pour que les bus puissent passer, c'est en primo notre enseignant qui avait foncé avec son véhicule sur nous pour écraser un certain nombre d'étudiants. C'est même enseignant qui se disait être violenté par les étudiants, à un début avait porté plainte à la justice. Et après un temps, il était parti retirer sa plainte à la justice pour pouvoir suivre
pour pouvoir poursuivre cette question au niveau de leur syndicat, qui est les SNEX, qui, en dépit de ça, a lancé un mot d'ordre national. Mais si l'enseignant s'était réellement senti violenté, pourquoi il n'avait pas laissé la justice trancher? C'est parce qu'il y avait un certain nombre de témoins, dont en particulier les PAT, qui étaient prêts à témoigner par rapport à cette situation, que c'était l'enseignant qui était en tort. Mais c'était nos enseignants, nous, ce que nous nous sommes dit, quand ça ne va pas entre les enseignants et les élèves et les scolaires en général, les scolaires qui partent vers les enseignants afin de pouvoir analyser la situation. Nous avions demandé à partir vers eux à travers une rencontre. À un moment, la rencontre a été acceptée. Après la rencontre, ils avaient renoncé à la rencontre et on s'est encore reposé la question, qu'est-ce que nos enseignants là voulaient? On était encore parti, on va laisser un DH pour qu'ils puissent parler à nos enseignants afin qu'ils puissent retrouver les chemins de l'école. Ils ont refusé. On était parti jusqu'à voir le médiateur de la République pour qu'il y ait une médiation entre nos enseignants et vous et nous. Toujours ils ont refusé. Mais donc si je comprends bien, aujourd'hui, depuis le début de cette crise, il n'y a pas eu de rencontre entre les enseignants, je veux dire leurs syndicats, et la structure des scolaires. Il n'y a pas eu de rencontre entre nos enseignants et nous. Et nous l'avons tenté plusieurs fois, cette rencontre. Nos enseignants l'ont refusé. Je pense bien que hier ou avant-hier, un débat devrait avoir lieu sur ce plateau entre nos enseignants et nous, mais ils ont toujours décliné comme cela s'est fait. Mais ce que nous sommes dit, ce qui nous a amené à porter cette affaire devant les juridictions, on a essayé de s'asseoir. C'est le mouvement de grève que vous avez attaqué, je le rappelle. C'est le mouvement de grève que nous avons attaqué. Parce que c'est que quand on prend le mot d'ordre de nos enseignants, aucun point ne relève des intérêts matériels et moraux des militants de leur syndicat. Tous les points énumérés sont à l'encontre de notre syndicat. Un syndicat ne peut pas aller en grève contre un autre syndicat. Mais est-ce que c'est véritablement contre l'USN, je veux dire l'UNUN, qu'ils sont allés en grève? Parce que leur revendication, c'est quoi? La dissolution de la CASO, l'exclusion des étudiants à l'université de Niamey dans toutes les instances de l'université. Et ça, c'est pas des revendications qui vous sont adressées, vous, scolaires, je veux dire, le comité exécutif de l'UNUN. C'est aux autorités rectorales et ils l'ont bien dit. Mais les autorités rectorales ne peuvent jamais dissoudre la CASO. Demander la dissolution de la CASO, une des commissions de l'ISN, c'est s'attaquer à l'ISN, c'est faire des revendications à l'endroit de l'ISN. C'est ça aussi. Mais quand on prend aussi l'exclusion de nos camarades, des instances de l'université. Mais les instances là, est-ce qu'ils savent comment les scolaires ont fait pour avoir ces places là dans ces instances? C'était dû à des luttes syndicaux. Ils sont en train de vouloir remettre des acquis de notre syndicat. C'est pour ça que nous avons dit que leur grève est illégale et illégitime. Vous estimez qu'elle est illégale? C'est la justice qui va dire si elle est illégale ou pas. Alors, bien que j'ai dit que nous n'allons pas revenir sur les faits, et les faits, c'est que c'est des étudiants qui auraient agressé un enseignant. C'est quand même grave. Au fait, l'enseignant n'a pas été agressé. Au cas où même il y avait agression. On ne savait pas que c'était un enseignant. Quand on l'avait arrêté, au début, il s'était arrêté. À un moment, il s'est dit pourquoi il va se faire arrêter par ses élèves, par ses étudiants, sans pour autant décliner son identité. Il avait foncé sur les étudiants. Et les étudiants ne savaient pas que c'était un enseignant. Et, excusez-moi du terme, mais ce n'était pas aussi écrit sur son front. Et ils l'ont suivi. Quand ils l'ont suivi, ce n'était pas dans l'optique de le toucher. Et lui-même, il l'a confirmé, il n'a pas été touché. Ils ont voulu arracher la clé. Mais c'est une agression. C'est son enseignant aussi. Bon, mais ils n'ont pas su que c'était là. Ils ont voulu arracher la clé. Mais ils l'ont trouvé aussi dans son bureau, non? Ils l'ont trouvé à la faculté des sciences parce que c'était la faculté la plus proche et ils étaient partis vers là-bas. Et quand ils étaient venus, et pour information, quand un camarade l'avait reconnu, il dit c'est un enseignant. Automatiquement, les étudiants l'ont laissé. Parce que dans notre esprit, nous ne pouvons pas nous en prendre à nos enseignants. Est-ce que vous voyez? Donc c'était ça en réalité. Bon, mais je ne sais pas après pour quelles raisons les enseignants tirent. Nous, jusque-là, c'est une question qui nous étonne. Vraiment, ça nous étonne. Alors, sur la question toujours de la CASO, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le centre de la problématique. La CASO, c'est la Commission des affaires sociales et de l'ordre. C'est une structure, comme vous le dites, d'épaulement de l'UNUN, donc de l'ISN. Mais est-ce que, puisque c'était à l'occasion, on va dire, du maintien de l'ordre, parce que c'était le départ des bus, il fallait donc bloquer la circulation pour permettre aux bus donc de quitter le campus. Est-ce que c'est vraiment ça la mission fondamentale, je veux dire la mission statutaire de la CASO, assurer la sécurité sur le campus? Est-ce que c'est ça son rôle?
y a un terme qui a été utilisé, pour les mots qui me dérangent un peu, le maintien de l'ordre. À la sortie des pistes, ce n'était pas un maintien de l'ordre, c'était juste pour réguler la circulation à la sortie des bus. Parce que pour qu'il n'y ait pas de désordre. Vous voyez nos bus, la manière dont nos bus sortent, et c'est des bus qui sont censés prendre 75 personnes, dans lesquelles plus de 200 étudiants rentrent, et les virages sont compliqués à faire. Nous ne pouvons que leur permettre d'avoir de l'espace pour pouvoir prendre les virages et sortir du campus universitaire. Et c'est en ce sens-là que chaque fois, et c'est des années que cela se fait, chaque fois on arrête les passagers pour que nos bus puissent sortir. Ça ne peut pas prendre dans tous les cas plus de 10 minutes. Mais c'est le rôle de la CASO de faire ce travail? Oui, c'est le rôle de la CASO de pouvoir... Non, quand on dit c'est statutaire, c'est comme si dans nos règlements... Oui, c'est prévu ainsi. C'est comme si dans nos règlements, on dit « Ah, la CASO doit réguler qu'est-ce que la CASO doit faire aussi? La CASO, comme le dit, c'est la commission chargée c'est la commission des affaires sociales et de l'ordre. Il ne faut pas seulement se fustiger sur l'ordre. Il faudrait d'abord voir les actions sociales que la CASO mène sur le campus universitaire. Et dans cette couche sociale, il faut noter, il y a une sous-commission bâtiment, il y a une sous-commission restauration, il y a la sous-commission transport, c'est un certain nombre de choses. Oui, qui font quoi exactement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? La sous-commission, quand on prend par exemple au niveau social, la sous-commission bâtiment est chargée de gérer les bâtiments quand il y a des problèmes d'ampoule, quand il y a des problèmes au niveau des toilettes et un certain nombre de choses, quand les camarades ont des problèmes de l'île. La commission transport est chargée de bien organiser les transports afin que les camarades puissent rentrer dans les bus. Mais qui gère le bus? Qui gère le campus? Qui gère les bâtiments? C'est les étudiants ou bien c'est le Centre national des œuvres universitaires? Bon, vous savez, le Centre national des œuvres universitaires sont là. Quand on rentre au fin fond de ce Centre national des œuvres universitaires, ils n'ont pas assez de personnel pour pouvoir faire tout ce travail-là. Et nous, en tant que camarades, en tant que structure dirigeante, nous ne faisons pas le travail de ces centres universitaires. Nous, quand il y a des problèmes, par exemple, quand je vous ai pris l'exemple de la sous-commission bâtiment, quand il y a un problème d'ampoule, quand il y a un problème au niveau des toilettes, ce n'est pas nous, en tant que camarades, nous partons gérer. Non, nous informons le Centre national. C'est nous. C'est juste pour réguler, pour que l'information puisse passer. Parce que imaginez-vous si chaque camarade part dire ses problèmes au niveau du CNU. Comment est-ce que le CNU peut arriver à résoudre tout cela? Et quant au maintien d'ordre, comme vous l'avez dit, le terme utilisé, aujourd'hui quand nous faisons nos marches, quand nous faisons nos activités commémoratives du 9 février, vous voyez comment est-ce que la CASO fait pour maintenir l'ordre au niveau de la marche. Imaginez un temps soit peu, l'Union des scolaires nigériens qui est en train de faire ses activités commémoratives du 9 février sans pour autant la CASO. Imaginez le nombre de scolaires qui sortent le jour-là. Est-ce que c'est maîtrisable? S'il n'y a pas la CASO, est-ce que les biens publics et privés ne seront pas endommagés? Il ne faudrait pas seulement essayer de voir le mauvais côté de la CASO. La CASO a aussi ses bienfaits. Et c'est là qu'ils sont en train de lutter aujourd'hui contre cette CASO. Ça nous étonne parce que quand ils étaient étudiants, quand ils étaient dans la rue, quand ils étaient en train de marcher, la CASO les avait aussi protégés. Alors, aujourd'hui, donc, comme on l'avait dit au début, c'est la justice. Vous attendez mardi une décision de la justice, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Vous avez, j'imagine, espoir que cette grève soit finalement déclarée illégale. Votre souci aujourd'hui, c'est quoi? Notre souci aujourd'hui, c'est que nos enseignants puissent reprendre le chemin de l'école. C'est notre plus grand souci. Aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, nous ne pouvons qu'être écœurés de partir jusqu'à un niveau où nous amenons nos enseignants devant les juridictions. Mais nous avons tenté toutes les voies possibles. Nous n'avons qu'un seul souhait et nous ne voudrions qu'une seule chose. Nous, notre plus grand souhait, c'est que demain, on dise que nos enseignants ont repris l'école et que nous puissions reprendre nos cahiers et nos bics afin de reprendre le chemin de nos amphithéâtres. Voilà. Merci donc, Abdelrazak Moukela. Je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé des affaires sociales au niveau du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Avec vous, nous avons échangé donc sur la question d'actualité au niveau actuellement de l'université de Niamey où les enseignants-chercheurs, c'est un rappel, observent depuis la mi-février un mouvement de grève illimité pour entre autres exiger la dissolution de la CASO, la commission des affaires sociales et de l'ordre du comité exécutif de l'UNUN. Cela après une altercation entre des éléments de cette CASO et un enseignant-chercheur. Merci encore une fois. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Voilà.